Imaginons un instant, juste un petit instant, tenir entre les mains un morceau de plastique gris, un truc un peu lourd qui date, disons, de 1989. Ouais, je vois très bien. Le fameux plastique gris avec le petit écran aux teintes un peu verdâtres. C'est exactement ça, avec la croix directionnelle noire, les deux boutons ronds à violet. Sur le papier, c'est juste un simple objet électronique, un bête assemblage de circuits imprimés. Complètement. Un jouet, quoi. Sauf que, et c'est là que ça devient fascinant, ce petit bloc de plastique a littéralement redéfini la façon dont toute une génération a perçu la notion même de genre. Ah bah c'est sûr que ça a laissé des traces. On a hyper souvent tendance à croire que la technologie, c'est neutre. On se dit, une ligne de code, un pixel ou une carte mère, c'est de la pure logique, c'est détaché de tous nos biais humains. Et pourtant, c'est une sacrée illusion. Mais carrément, quand on regarde de près l'histoire de l'industrie du jeu vidéo, cette belle illusion de neutralité, elle vole complètement en éclats. Le plastique des consoles, les cartons d'emballage, les personnages à l'écran, ce sont en fait des miroirs grossissants de nos constructions sociales. C'est clair. Et c'est justement le cœur de notre exploration d'aujourd'hui. On va plonger là-dedans en s'appuyant sur une source unique et franchement d'une richesse rare. Oui, je suis ravie qu'on en parle. C'est une exposition de 15 affiches qui s'intitule «Le jeu vidéo échappe-t-il à la question du genre?» Elle a été conçue en 2022 par le chercheur Julien Alvarez pour l'INESP de l'Université de Lille. Et honnêtement, le parcours proposé par cette exposition, ça agit comme une véritable machine à remonter le temps. C'est saisissant. Ah oui. Ouais, parce qu'en analysant simplement le matériel promotionnel, tu vois, les jaquettes de jeu, les pubs de l'époque et l'évolution psychologique des personnages des années 70 à nos jours, on voit vraiment se dessiner toutes les stratégies d'une industrie. Une industrie qui a clairement façonné et exploité ces questions-là. Exactement. Et qui a très souvent stéréotypé la question du genre juste pour s'imposer dans les foyers et vendre plus de machines. Alors, attention, le but de cette plongée au cœur de ces archives, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas du tout de faire le procès du passé avec nos grilles de lecture d'aujourd'hui. L'objectif, c'est d'observer ces rouages pour qu'on puisse tous aiguiser un peu notre esprit critique face aux productions culturelles qu'on consomme au quotidien. Ouais, décrypter les stratégies marketing qui nous inondent en fait. Voilà. Et c'est quand on dit une immense ironie. Un loisir qui est perçu aujourd'hui comme l'un des plus universels au monde, il a commencé avec des codes visuels d'une rigidité mais absolument folle. Totalement. Bon, décortiquons un peu tout ça. Si l'on rembobine jusqu'aux années 70, le moment où ces grosses machines entrent pour la toute première fois dans les salons, comment l'industrie décide de présenter ce nouveau jouet? Ce qui est fascinant ici, c'est que la boîte en carton de la console, c'est pas juste un emballage pour protéger les câbles. C'est littéralement un mode d'emploi social. C'est-à-dire? L'industrie devait répondre à une question hyper inédite à l'époque qui, au sein de la famille, a la légitimité de s'approprier cette nouvelle technologie. Ah oui, qui a le droit de tenir la manette en fait? C'est ça. L'exposition décortique par exemple la console Téléspiel de Philips qui est sortie vers 1976. Le texte imprimé sur la boîte, il déborde de bonnes intentions. Ça promet une expérience super conviviale pour toute la famille. Mais je parie que l'image raconte autre chose. Mais évidemment, l'image choisie pour illustrer ça, c'est on y voit uniquement un père et son fils, les traits figés par la concentration en plein duel virtuel. D'accord, donc le texte dit tout le monde, mais l'image crie entre hommes. Exactement. Et le schéma s'enracine super vite. Dès l'année suivante, en 77, Philips récidive avec la console jeu N20. Et là, la famille entière est photographiée sur la boîte. Ah, enfin. Attends, la hiérarchie visuelle est frappante de symbolisme. Le père et le fils aîné sont au tout premier plan. Les manettes bien en main, ce sont les maîtres de l'action. Et les femmes de la famille? La mère et la fille sont littéralement reléguées au second plan. Elles sont un peu floues, cantonnées au rôle de simples spectatrices passives qui regardent les hommes s'amuser. C'est fou. Ça me fait penser aux vieux catalogues de jouets traditionnels, tu sais, où les frontières entre les pages roses et les pages bleues étaient tracées au marqueur indélébile. Mais c'est tout à fait ça. On retrouve d'ailleurs la même mécanique avec la console 2501 et le fameux jeu Pong à la fin des années 70. L'homme agrippe la manette, le regard rivé sur l'écran cathodique. Et la femme est à côté, je suppose. Ouais, assise à côté de lui, elle sourit mais elle regarde complètement ailleurs. L'investissement intellectuel et physique dans la machine, il est codé comme une prérogative purement masculine. Mais pourquoi il faisait ça? En fait, cette mise en scène, elle a rien de fortuit. Faut se rappeler que les appareils électroniques de l'époque, ça représentait un investissement financier énorme pour un foyer. Donc, on s'adresse à celui qui a le chéquier. Exactement. Les départements marketing ciblaient instinctivement le chef de famille.
Celui qui, dans les normes de l'époque, détenait le pouvoir d'achat et, soi-disant, l'affinité naturelle pour la technique. Et la femme sur l'image, alors elle sert à quoi? Elle devait être présente pour rassurer, pour montrer le caractère inoffensif, très domestique du produit, mais surtout sans jamais empiéter sur le contrôle de la machine. D'accord. Pourtant, l'exposition mentionne un détail qui vient un peu casser cette fatalité. Dès 1972, le fabricant Magnavox avait produit un film promo pour sa console Odyssey et on y voyait très explicitement des petites filles et des petits garçons jouer ensemble, à parts égales. Ouais, l'Odyssée, c'est un cas super intéressant. Mais du coup, si Magnavox avait déjà cette vision super inclusive au tout début de la décennie, comment on explique que toute l'industrie s'engouffre dans des stéréotypes aussi caricaturaux à l'aube des années 80? C'est une amnésie volontaire? Si on relie cela à une perspective plus globale, il faut bien comprendre que l'industrie du jeu vidéo a traversé une crise existentielle majeure au début des années 80. Ça a culminé avec le fameux crash de 1983. Ah oui, quand le marché s'est totalement effondré. Voilà. Face à la chute des ventes, la panique totale s'est emparée des constructeurs. Et la stratégie de survie, ça a été de segmenter le marché de manière quasi chirurgicale. C'est-à-dire, on arrête de parler à tout le monde. C'est ça. Plutôt que de risquer des campagnes grand public incertaines et coûteuses, le marketing s'est replié sur une valeur refuge, le rayon des jouets pour garçons. En associant fermement l'informatique de loisirs à la masculinité, il garantissait un socle de vente hyper sécurisé. Donc c'est vraiment une régression sociale dictée par une pure équation de survie économique. Exactement. Et cette régression économique, on voit qu'elle se transforme en vraie caricature à l'ère des micro-ordinateurs. L'exposition s'attarde sur un cas d'école symptomatique, le micro-ordinateur Hector. Rien que le nom déjà, Hector. Ouais, choisir un prénom masculin aussi imposant, ça pose le décor d'entrée de jeu. Alors, l'emballage montre bien une image de deux enfants jouant ensemble. D'accord. Mais la ségrégation devient totale dès qu'on passe aux adultes sur la boîte. Ah oui, les fameuses photos d'illustration. C'est le cliché total. L'homme, il est illustré en pleine gestion comptable ou en train de programmer. C'est le maître de la création. Et la femme, en revanche, elle utilise toute la puissance de calcul de cet ordinateur pour, tiens-toi bien, apprendre une recette de cuisine à une petite fille. Le fameux logiciel Cordon Bleu. Oui, c'est l'illustration parfaite de l'outil technique utilisé pour renforcer l'assignation au rôle domestique. Mais c'est terrible. Et le pire, c'est que lorsque l'industrie tente de contourner cette approche hyper patriarcale, le résultat est tout aussi révélateur de ses biens. Prends le cas du micro-ordinateur Alice, commercialisé par Matra et Hachette au début des années 80. Alice, donc un prénom féminin cette fois. Ouais. Et pour se démarquer, la marque fait appel à Moebius, l'immense dessinateur de bande dessinée. L'image est sublime. C'est une femme à l'allure très futuriste, presque spirituelle, qui fait léviter un ordinateur rouge vif juste au-dessus de sa main. Genre une Ève technologique qui maîtrise la pomme de la connaissance. C'est exactement l'idée. Visuellement, c'est magnifique. Mais si on creuse l'intention derrière, c'est d'un cynisme absolu. Parce que pourquoi l'industrie associe soudainement une figure féminine à cet ordinateur précis? Bah, devine. Parce que l'argument de vente principal du Alice, c'est sa simplicité extrême. L'équation dans la tête des publicitaires, elle est limpide. Si c'est facile à utiliser, si c'est intuitif et sans aucune complexité technique, alors c'est un produit pour les femmes. Voilà, on mystifie complètement l'ordinateur pour le rendre acceptable à leurs yeux, plutôt que de les inviter à en comprendre les véritables rouages techniques. L'outil perd son statut de machine d'ingénieur pour devenir un vague objet magique. Et cette frontière psychologique qu'ils ont tracée au marqueur dans le salon familial, elle va se durcir de manière spectaculaire quand le jeu vidéo va s'émanciper de la télé pour devenir portable. On quitte l'espace partagé pour l'objet strictement personnel. Le Game Boy, par exemple. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette division, elle sort des simples photos sur les boîtes en carton pour s'infiltrer dans le vocabulaire même de l'industrie. L'analyse de Julian Alvarez sur la sortie du Game Boy par Nintendo en 89 est édifiante. Le fameux suffixe boy. Ouais, ce boy, ça n'a rien d'un hasard linguistique. Nintendo lorgnait beaucoup sur le triomphe culturel du Walkman de Sony. Mais en remplaçant man par boy, il crée pas juste une marque, il crée un club très très privé. C'est ça, la cour de récréation devient le nouveau terrain de conquête. En nommant sa machine Game Boy, l'entreprise instaure une sorte de monnaie d'échange sociale exclusive pour les jeunes garçons. C'est une barrière à l'entrée invisible, mais d'une efficacité redoutable. Reçu cette même machine, avec exactement les mêmes composants, le même jeu Tetris super addictif, si elle s'était appelée la Game Girl. Ah bah, les garçons n'auraient jamais supplié leurs parents pour l'avoir à Noël, ça c'est sûr. Probablement pas, non.
Et quand les constructeurs essayent maladroitement de plaire à tout le monde sans renoncer à ce noyau dur masculin, on assiste à des aberrations visuelles complètes. L'exposition met en lumière la boîte de l'Amstrad GX4000 au début des années 90. Ah oui, l'Amstrad, la métaphore parfaite du cheval de Troie marketing. Mais c'est ça, hein. La dualité de cet emballage est fascinante. Sur la face principale, celle qui doit taper dans l'œil des ados en magasin, il déploie un univers de science-fiction hyper sombre, agressif, ultra masculin. Mais sur la tranche de la boîte, discrètement glissée sur le côté, on trouve la photo d'une petite fille avec un immense sourire, manette en main. C'est complètement schizophrène comme message. L'industrie refuse de lâcher son imaginaire guerrière qui sécurise les ventes auprès des garçons, mais elle colle un petit badge rassurant sur le côté pour apaiser les parents qui payent à la caisse. On attire l'enfant avec les muscles, on rassure le parent avec le sourire. Pendant que les boîtes font ce grand écart improbable, la presse spécialisée de l'époque, elle, s'engouffre dans un sexisme totalement décomplexé. Le document de l'INSPE exhume des pubs des années 80 et 90 d'une agressivité inouïe. Ouais, la femme n'y est plus seulement passive. Non, elle devient carrément l'ennemi de la console Kita. Les publicités mettent en scène des femmes et des jeux vidéo comme des désirs concurrents. Ça force le joueur à choisir. Et devine quoi? L'homme choisit invariablement ses pixels plutôt que sa partenaire. Exactement. Elle est souvent reléguée au rang d'empêcheuse de jouer en rond. C'est d'une tristesse. Et cette hostilité affichée, elle a fini par créer un mur économique infranchissable. À force de cultiver cet entre-soi masculin avec autant de zèle, le marché a logiquement atteint un point de saturation au début des années 2000. Ben oui, tu peux pas vendre qu'à la moitié de la population indéfiniment. Voilà. L'industrie devait croître. Et pour ça, il lui fallait impérativement conquérir ce fameux public féminin qu'elle avait méthodiquement ignoré, voire repoussé pendant 20 ans. Et c'est là qu'arrive l'avènement de ce qu'on peut appeler la stratégie rose. La solution de facilité absolue, franchement. Mais tellement! C'est comme l'industrie des rasoirs. Les départements marketing découvrent que, oh miracle, le plastique peut être teinté. Soudainement, les étalages se remplissent de Game Boy rose, de PlayStation 2 rose, de Nintendo DS rose. On prend exactement la même carte mère, on la trempe dans du colorant pastel et on croise les doigts pour que ça suffise à rattraper des décennies de mise à l'écart. Et le cynisme, il ne s'arrête pas au matériel, il contamine les logiciels. Fini les épopées spatiales grandioses ou les quêtes héroïques. Le public féminin, lui, a droit à des jeux de stylisme, d'équitation, de babysitting. Les fameuses simulations de relations amoureuses aussi. Oui, voilà. Cette approche, elle révèle vraiment l'incapacité profonde de l'industrie de l'époque à comprendre les attentes réelles de ce nouveau public. Au lieu de rendre le médium intrinsèquement plus universel, ils ont créé une sous-catégorie ségrégée. Ils ont plaqué des clichés sociétaux préexistants directement sur des cartouches de jeux. C'est ça. Ils étaient persuadés que le genre dicte mécaniquement les centres d'intérêt ludique. C'est l'appât du gain dépourvu de toute ambition créative. Ce qui est d'autant plus frustrant quand on sait que des approches beaucoup plus subtiles avaient déjà été tentées bien plus tôt. L'exposition rappelle une anecdote célèbre sur Toru Iwatani, le créateur de Pac-Man en 80. Ah oui, l'histoire de Pac-Man, c'est un super exemple. Les salles d'arcade de l'époque, c'était des repères sombres, enfumés, monopolisés par des jeunes hommes qui jouaient à des simulateurs de tir comme Space Invaders. Et pour briser cette hégémonie, Iwatani a délibérément conçu un jeu sans violence, centré sur le thème de la nourriture. La légende veut qu'il espérait que le fait de manger des packs-gommes créerait une porte d'entrée beaucoup plus accueillante pour les joueuses dans les salles d'arcade. Et cette démarche d'Iwatani, qu'elle soit un peu idéalisée ou non par l'histoire d'ailleurs, elle met le doigt sur le véritable enjeu. Repeindre des bornes d'arcade ou des consoles en plastique rose, ça sert strictement à rien si l'interaction proposée par le jeu reste excluante. La vraie révolution pouvait pas venir de l'emballage. Non, elle devait se produire à l'intérieur même de l'écran. Il fallait déconstruire les pixels et repenser fondamentalement l'architecture psychologique des personnages qu'on incarne. Et ce tremblement de terre numérique, il se produit au milieu des années 90, avec un personnage qui incarne à lui tout seul absolument toutes les contradictions de cette époque de transition, Lara Croft. Ah, Tomb Raider en 96. Voilà. Le travail de Julien Alvarez s'attarde longuement sur ce cas, car c'est vraiment le point de friction absolu. D'un côté, la proposition narrative est super inédite. C'est une femme forte, une archéologue brillante, qui évolue toute seule dans des environnements hostiles, armes au poing. C'est vrai que pour la première fois, un jeu d'action à gros budget offre un avatar d'émancipation puissant aux joueuses. Mais parce qu'il y a un grand mais.
Cette émancipation, elle se heurte violemment à la réalité de son design visuel. Ah ça, oui. Lara Croft, elle est sculptée pour répondre millimètre par millimètre au fantasme du public masculin dominant de l'époque. Ses proportions anatomiques hyper exagérées, sa taille de guêpe, sa tenue minimaliste, ça en fait un pur objet de désir. Elle est l'héroïne de sa propre histoire, certes, mais elle reste prisonnière de la caméra virtuelle qui la scrute en permanence sous un angle hyper sexualisé. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Est-ce que c'est seulement possible d'être simultanément une icône féministe qui a inspiré des milliers de vocations et une pin-up virtuelle conçue par des hommes pour faire vendre des magazines d'informatique à d'autres hommes? Cela soulève une question importante sur la mutation du médium lui-même, en fait. Pendant très longtemps, le personnage de jeu vidéo, c'était qu'un curseur géométrique. Un petit amas de pixels qui servait uniquement à sauter d'une plateforme à l'autre, genre Mario. Oui, il n'y avait pas de vraie psychologie. Mais avec l'augmentation phénoménale de la puissance de calcul, les développeurs ont pu intégrer des expressions faciales, des dialogues complexes, des silences qui veulent dire quelque chose. Le jeu vidéo est passé d'un simple parcours d'obstacles à un formidable laboratoire de psychologie. Et l'exposition dresse justement une cartographie de cette nouvelle génération de personnages modernes et complexes. Des figures comme Clémentine dans The Walking Dead, Max dans Life is Strange, Kate Walker dans Siberia ou Aloy dans Horizon. Et on ne devrait pas se contenter de lister ces noms. La façon dont ces jeux déconstruisent les normes est vraiment brillante. Ah oui, prenons Aloy dans Horizon par exemple. Le jeu se contente pas juste de mettre une femme badass au centre de l'affiche. Il construit tout un univers post-apocalyptique matriarcal. Où les tribus sont dirigées par des mères. Exactement. Et où Aloy, qui est une paria au départ, s'impose par sa propre maîtrise technologique de l'arc face à d'immenses machines en forme de dinosaures. Le jeu utilise son world building pour rendre la force féminine évidente, presque banale en fait. Ou prends l'exemple de Senua dans Hellblade. C'est pas juste un jeu d'action classique, c'est une plongée terrifiante dans la psychose. Les développeurs ont utilisé le design sonore spatialisé, les voix qui murmurent constamment dans les oreilles du joueur, pour simuler mécaniquement la maladie mentale de l'héroïne. C'est glaçant comme expérience. On ne regarde pas sa souffrance de loin, on la subit acoustiquement avec elle. L'apothéose de cette démarche empathique, l'expo l'illustre avec le cas d'Ellie dans The Last of Us Part 2. Là, l'industrie franchit vraiment un cap de non-retour. L'histoire suit le passage à l'âge adulte d'Ellie dans un monde d'une brutalité inouïe. Rangée par cette infection fongique, ouais. Et au cœur de cet enfer de survie, le jeu prend le temps de traiter avec une infinie délicatesse son homosexualité. Et ce qui est fort, c'est que c'est jamais agité comme un argument marketing sur la jaquette arrière. Non, c'est simplement le moteur émotionnel de son existence. Le jeu utilise la manette pour forcer le joueur à accomplir des actes de violence qu'il réprouve parfois. Ça crée une dissonance vertigineuse. On est forcé d'épouser une vision du monde super nuancée. Où la frontière entre le bien et le mal, entre les genres et les orientations, perd tout son sens binaire. Le joueur n'est plus un simple spectateur, il devient un acteur de l'intimité de l'autre. Et cette volonté d'utiliser les règles du jeu pour générer de l'empathie absolue, c'est le carburant de ce que l'exposition nomme les queer games. C'est d'ailleurs ce qui clôture ce grand voyage temporel. Et attention, pour ceux qui nous écoutent, le terme queer games, ça désigne pas une petite catégorie de niche planquée dans les menus d'une boutique en ligne. Ah non, pas du tout. C'est une philosophie de conception radicale. Le point de départ, c'est littéralement de jeter à la poubelle l'archétype poussiéreux du héros masculin, blanc, hétérosexuel, à la mâchoire carrée et sans aucun handicap, censé sauver le monde à lui tout seul avec son gros fusil. Et le document de Julian Alvarez insiste sur une distinction fondamentale à ce sujet, la lutte féroce contre le tokenisme. Le tokenisme, oui. Il faut bien expliquer ça. Le tokenisme, c'est cette manœuvre super cynique qui consiste pour un grand studio à intégrer un personnage issu d'une minorité, que ce soit lié à l'orientation sexuelle, au genre ou au handicap, uniquement pour se donner un vernis progressiste. Pour éviter les critiques sur Twitter, en gros. Voilà. Le personnage devient juste une case cochée sur un tableau Excel du département marketing et il est privé de toute épaisseur narrative réelle. C'est cruel comme approche. La métaphore que j'aime bien, c'est que le tokenisme, c'est comme inviter une personne issue d'une minorité à une fête juste pour qu'elle apparaisse sur les photos souvenirs, mais en lui interdisant formellement de choisir la musique ou de participer aux discussions dans le salon. C'est une super métaphore. Et les queer games prennent justement cette logique à rebours.
L'objectif, c'est pas l'affichage de façade, mais l'expérience viscérale. L'idée, c'est d'utiliser la mécanique même du jeu vidéo, ses obstacles, ses interactions, pour faire ressentir physiquement aux joueurs la friction des discriminations. La manette devient un vrai vecteur de transfert d'expérience. Exactement, les créateurs de ces jeux conçoivent des systèmes où le joueur doit naviguer face à la transphobie, affronter l'homophobie, ou comprendre mécaniquement ce que signifie le validisme pour une personne en situation de handicap physique, ou encore la pauvrophobie. Donc la difficulté d'un niveau, ça vient plus d'un gros dragon à terrasser, mais de l'hostilité sociale de l'environnement face à l'identité même du personnage. C'est puissant, hein? Le chemin parcouru à travers ces 15 affiches, franchement, ça donne le vertige. On est parti d'une époque, dans les années 70, où l'industrie décidait cyniquement que la mère de famille ne pouvait être qu'une spectatrice floue derrière son mari jouant à Pong. On a traversé les tâtonnements super gênants des années 90 avec leur boîte d'emballage schizophrène et cette stratégie très condescendante du plastique rose. C'est une sacrée évolution. Et c'est une grille de lecture essentielle à garder en tête pour l'audience. Lors du prochain allumage d'une console ou face à une immense affiche publicitaire dans le métro pour le prochain grand jeu de l'année, il faut observer ces détails. Se poser les bonnes questions. Qui a le droit de tenir l'arme? Qui est au centre de l'image? Et surtout, qui est invisible? Les objets de divertissement ne sont jamais innocents. Ils capturent l'air du temps et simultanément ils modèlent notre inconscient collectif. Le jeu vidéo s'est définitivement affranchi de son statut de simple jouet technologique. Il est devenu ce terrain hyper complexe où se négocient nos luttes sociétales. Et ça nous offre le privilège immense d'interagir activement avec ces enjeux plutôt que de juste les subir de loin en les regardant à la télé. Et pour clore cette plongée en profondeur, il est super tentant de pousser la réflexion soulevée par l'exposition un petit cran plus loin, vers la frontière de la science-fiction même. Le chercheur montre comment nous avons appris, au fil des décennies, à glisser notre esprit dans des avatars de plus en plus éloignés de nos propres identités physiques. Oui, l'empathie par le pixel. Mais demain, avec la démocratisation fulgurante de la réalité virtuelle et pourquoi pas des interfaces neuronales, la prochaine grande rupture ne sera-t-elle pas l'effacement définitif du concept même de corps ou de genre physique? Ah, tu veux dire que la présence physique du joueur disparaîtrait totalement derrière le casque vert? Exactement, pour fusionner complètement avec le monde numérique. Si ça arrive, le jeu vidéo ne deviendra-t-il pas le premier espace véritablement post-corporel de l'humanité, un lieu inédit où l'identité pourrait se réinventer à l'infini, sans plus aucune de nos limites biologiques actuelles? C'est une perspective vertigineuse. Une pensée qui, je l'espère, mérite de résonner la prochaine fois qu'un écran s'illuminera dans la pénombre de votre salon. À très vite pour une nouvelle exploration. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à faire un tour sur le site ludoscience.com, c'est une mine d'or d'informations.